Salut, vous écoutez Conseil Immo by YouInvest, le podcast hebdomadaire pour les férus d'immobilier. Hello tous les deux, je suis ravie de vous avoir en simultané à mon micro. Vous êtes tous les deux investisseurs, mais j'ai eu l'occasion de me rendre compte lors des épisodes précédents. Vous avez des visions assez différentes, en tout cas des pratiques assez différentes. Et je pense que justement, cet épisode risque d'être assez instructif parce que, qu'on se le dise, il n'y a pas qu'une seule manière d'investir dans l'immobilier. Il y en a des dizaines et finalement, le plus important, c'est de trouver une stratégie qui vous convient et d'y tenir. Ça vous semble bien comme intro ? Parfait. Oui, je pense que c'est pas mal. Hein. Merci de nous recevoir, Laureline. Bon, du coup, j'ai identifié 10 questionnements, ou plutôt 10 dilemmes qui pourraient s'imposer à un investisseur immobilier. Je vous propose qu'on les aborde un par un. Et j'insiste aussi sur le fait que finalement, cet épisode, il va être un mélange de vos convictions personnelles, de vos expériences, de vos préférences, et puis des éléments parfois un peu plus concrets. Donc, on va naviguer entre objectivité et subjectivité dans cet épisode, et chacun va y reprendre finalement ce qu'il a envie de prendre. Premier dilemme, finalement, il va concerner le type de bien. On se tourne vers quoi? Ou plutôt, c'est quoi les avantages et les inconvénients de chaque type de bien? On peut peut-être commencer d'abord par la location classique, enfin le bien classique, appartement ou maison. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parti. Vas-y, je t'en prie. Hein, je me lance. Vas-y. T'as investi avant moi ou j'ai investi avant toi? T'as commencé bien avant. Ouais, c'est pas une question d'âge. Hein. Bon, allez, je vais parler pour moi et expérience vraiment personnelle. Et de nouveau, comme tu l'as dit, c'est subjectif. Moi, j'aime beaucoup détenir l'entièreté du bien. Donc, si j'achète une maison, c'est évidemment le cas. Si j'achète et que je me dirige vers des appartements, je vais vouloir l'immeuble de rapport complet. Je suis pas très fan d'être en copropriété. Ça, c'est mon avis premier. Donc, sur les types de biens, personnellement, je m'oriente jusqu'à présent sur des maisons soit à transformer en plusieurs unités, soit à mettre en location telle quelle, que ce soit de la location classique ou de la colocation. Et si je suis sur le coup d'un immeuble de rapport, je vais vraiment regarder à avoir toutes les unités à moi. D'accord. Pour le reste, j'ai pas encore investi dans des garages, uniquement, je veux dire, et dans des parkings non plus, mais quand j'en ai, et en surplus sur des immeubles de rapport, par exemple, sur des propriétés avec un immeuble de rapport, évidemment, j'essaie de les rentabiliser en les mettant en location de manière distincte. D'accord. Et ça, c'est quand même très rentable. Pourquoi? Parce que ça ne demande pas de gestion, tu ne dois jamais intervenir sur un parking, et ça roule, quoi. Donc ça, c'est facile. Et sinon, j'ai investi dans à peu près tout le reste en résidentiel. D'accord. Donc, je fais de la coloc. J'ai transformé des unités d'habitation unifamiliale en plusieurs unités locatives de type appartement. J'ai des immeubles à appart, des maisons. Voilà. Ok. Ken, je sais que tu as une vision diamétralement opposée là-dessus. C'est plus en fait pour correspondre à ma personnalité, parce que ici, Laurent Bram est quelqu'un de très organisé et qui a en plus sur le côté une société de rénovation, hein, donc il a la belle rénovation. Donc lui est bien placé pour pouvoir gérer, envoyer ses hommes faire de la gestion et tout. Moi, comme je suis tout seul, la gestion me prend plus de temps. Et donc, contrairement à Laurent, moi j'aime beaucoup être propriétaire dans des copropriétés. Parce qu'il y a le syndic qui gère pour moi, parce qu'il y a toujours monsieur je sais tout dans l'immeuble qui va demander qu'on repeigne les couloirs, il faut mettre des caméras, il faut changer la chaudière. Et donc lui, je lui donne mes voix et il peut aller à l'Assemblée Générale pour moi, parce que j'y vais pas, parce que je délègue entièrement toute cette gestion-là. Parce que c'est deux choses totalement différentes. Là, Laurent doit tout gérer lui-même, doit s'imposer lui-même de mettre de l'argent de côté, parce que le jour où il faut faire la chaudière, c'est lui qui paye tout seul. La toiture, dans 10, 15, 20 ans, en fonction de quand elle a été refaite, c'est lui qui la paye tout seul. Moi, je dois payer tous les mois, donc c'est plus cher fondamentalement, mais je me paye un service pour qu'on le fasse à ma place. Et moi, je vais même jusqu'à déléguer la gestion locative pour ne pas du tout m'en occuper. Donc, dans mes investissements, moi, je cherche à ce que ça me prenne le moins de temps possible. Donc, c'est moins rentable, mais c'est mon choix pour aller avec ma personnalité à moi. Donc, les deux choses sont très intéressantes. Et Ken fait très, très, très bien de souligner ce point-là. C'est qu'il faut se connaître soi-même avant d'investir et savoir vers quoi se diriger. Ça va dépendre du profil qu'on représente, en fait, tout simplement. Il y a des gens qui ne sont pas faits du tout pour gérer de A à Z un immeuble de rapport avec tous les locataires, etc. Il y a des gens qui ne sont même pas faits pour gérer une unité locative soi-même. Et donc, et puis, ça dépend aussi des ambitions futures. Si l'ambition future, c'est de commencer à les empiler, d'en avoir et d'en avoir et d'en avoir, et ou qu'on a une entreprise ou un job qui est très prenant,
ou qu'on est attaché à sa vie de famille ou à voyager ou que sais-je. Il y a plein de possibilités différentes. Et il faut savoir comment je vais réaliser cet investissement immobilier et cet investissement locatif. Et c'est tout à fait juste, c'est tout à chacun, vraiment par rapport à chaque personne. Et même le type de bien est défini par tout à chacun. Moi, je connais des investisseurs qui n'achètent que des garages, par exemple. Ils se sont fait une spécialisation de gérer des garages, d'acheter des garages. Ils savent bien les prix, etc., en fonction des régions et tout. Ils ont un réseau qui les informe de garages à racheter, etc. Et ils vont être souvent les premiers sur la balle. Et eux, c'est leur truc, ils n'achètent que des garages, quoi. D'accord. Voilà. Donc finalement, se connaître et savoir le temps qu'on a envie de consacrer à cet investissement. Tout à fait. Simplement. Tout à fait. Ok, d'accord. On peut du coup passer à un deuxième dilemme, c'est de se tourner soit vers un bien neuf ou un bien existant, voire carrément un bien à rénover. Je t'en prie. Oh ben là, je pense qu'on est d'accord sans se concerter, mais d'office acheter un bien à rénover, c'est là qu'on va pouvoir faire la plus grosse plus-value. Et de nouveau, encore une fois, en fonction de la personnalité de chacun. Nous, on a le temps, on est dans le milieu, donc on a des contacts, des très bons contacts même avec des entrepreneurs qui peuvent aider à rénover. Mais je vais prendre l'exemple d'un chirurgien ou de quelqu'un qui travaille vraiment beaucoup de temps et qui n'a pas le temps de même contacter un entrepreneur pour dire « Tiens, je voudrais faire un devis, on peut aller sur place », il n'a pas le temps, lui il peut acheter du neuf. Et encore une fois, c'est comme dans tout, plus je prends du temps, plus je prends du risque, plus j'ai de rendement. Dans le neuf, je ne prends pas de temps, je ne prends pas de risque, donc mon rendement est moins élevé. Donc, encore une fois, tout est bien, mais il faut voir de quel type d'investisseur je suis. Est-ce que j'ai envie de consacrer un peu de temps ou pas? Moi, j'ai envie de consacrer un peu de temps quand même si je ne veux pas aller dans des immeubles de rapport, mais je veux prendre le temps de trouver un petit appart, en général studio, à retaper. C'est quand même agréable de mettre sa petite patte dans un appart. On parvient à faire une belle plus-value, donc à bien louer derrière, parce que j'ai quand même envie de donner un chouette appartement en location à mon locataire, ça veut dire qu'il paye bien, il n'a pas spécialement envie de partir, donc ça me fait moins de roulement. J'aime bien ce style-là. Si la question est de savoir quel est le meilleur investissement en 2024 à faire, ça reste la passoire énergétique, quoi. D'accord. Donc voilà. Mais parce que c'est là qu'il y a des opportunités à faire et ouais. Voilà. La première des questions, c'est se connaître soi-même. Est-ce que je suis du type à aller mettre mes mains dans de la rénovation, hein, le parcours de la rénovation, c'est quand même quelque chose de très sportif. Ou est-ce que je me connais bien et que moi, ce qu'il me faut, c'est un appartement neuf où tout est fait, où le locataire n'a plus qu'à poser ses valises et ça se gère facile. Ça, c'est la première des questions. Maintenant, en termes de rentabilité, aujourd'hui, la passoire énergétique, c'est l'Eldorado vers lequel il faut aller, quoi. Et pas tout le monde ose y aller. Du coup, il y a parfois moins de compétition à l'achat et on peut plus âprement négocier aussi le prix, quoi, à l'acquisition. D'accord. On enchaîne sur la forme d'investissement. J'en ai identifié 3. L'achat-revente, déjà, l'option croisée et à la garde. Alors, je pense que déjà, on peut commencer par potentiellement des petites définitions pour chacun des principes d'investissement. Ok. Moi, je ne fais que garder. Donc, c'est très simple. J'achète et je garde tout. D'accord. Donc, à la garde, on achète une unité d'investissement et on la met en location. C'est bien ça? Tout à fait. Donc, on l'achète. Idéalement... Bon, ça dépend des types de biens et de l'horizon qu'on a par rapport à chaque type de bien. J'ai des bâtiments que je ne compte pas garder plus de 10 ans parce que mon calcul de rentabilité fait que si je sais que si je dois investir dedans tout ce qu'il faudrait pour les mettre ceux-là en catégorie A ou B, ça va me coûter tellement d'argent que j'aurais plutôt intérêt à revendre dans les 10 ans qui viennent, à prendre ma plus-value et à réinvestir intelligemment dans d'autres unités. Et il y a des bâtiments que j'ai achetés où je compte les garder 20 ans facile et les revendre ensuite parce que ils auront 20 ans, 25 ans, mais je fais une rénovation qui soit de nature à être au top pour les 25 prochaines années et surtout plaisante au public qui sera intéressé par ce type de bien dans 20-25 ans. D'accord. Mais avec l'isolation qui va avec, évidemment. Et donc, ça dépend de l'horizon de chaque bien. Maintenant, moi, je garde tout. C'est ma stratégie de développement. Il n'y en a pas qu'une qui existe, il y en a plein. Avec plein de formules possibles et imaginables, et il y en a d'autres qui sont très très forts dans l'achat-revente et qui font plein d'argent grâce à ça, et surtout qui vont grossir leur cash flow disponible en vue de développer leurs investissements futurs. Moi, quand je garde, j'ai un cash flow mensuel qui grimpe et qui me permet un effet de levier pour acheter d'autres choses. Et ça, c'est aussi très différent comme approche, quoi. Du coup, l'achat-revente, c'est le fait d'acheter un bien, d'y imputer certains travaux pour augmenter sa valeur et puis le vendre. À partir de quel timing on ne parle plus d'achat-revente? Tu parlais tout à l'heure de 10 ans. Là, on n'est plus du tout dans un cas de figure d'achat-revente. À partir de quel moment on est dans un système d'achat-revente versus à la garde? Quel timing?
Pour moi, l'achat-revente, alors déjà, ça dépend du statut. Il y a des personnes qui font ça sous le statut de marchand de biens. C'est-à-dire qu'ils ont un délai obligatoire pour réaliser l'acquisition, les travaux et la revente et profiter d'une fiscalité intéressante et avantageuse que seuls les marchands de biens peuvent profiter, mais ils doivent revendre et ensuite ils réinvestissent le fruit. D'accord. Donc ça, c'est le délai, je crois que c'est maximum 10 ans. Ouais, mais... Dans le délai légal, mais l'achat-revente, c'est vraiment j'achète et mon idée, c'est de revendre directement, ils ne passent pas par la case location. D'accord. Ils achètent, ils revendent. Et donc, moi, je suis tout à fait comme Laurent, c'est que je suis à la garde parce que je veux constituer un patrimoine immobilier qui m'appartient. Parce que quand je fais de l'achat-revente, imaginez, j'injecte 100 000 euros dans un projet pour en gagner 150 000. Ok, j'ai gagné 150 000, mais je dois réutiliser ces 150 000 pour qu'il fasse quelque chose parce que laisser ça sur le compte, c'est pas toujours efficace. Et parfois, de l'achat-revente peut durer 1 an, 2 ans avant de récupérer mes billes. Alors que nous, en étant à la garde, quand je fais mon achat aujourd'hui, je prends 1 an de plus-value, 2 ans de plus-value. Ça m'a permis, avec le cash flow qu'on fait tous les mois, de peut-être acheter 1, 2 ou 3 unités entre-temps. Et donc, dans ma vision à moi, la garde est plus intéressante pour m'assurer mes vieux jours et me constituer un vrai patrimoine et à un moment donné ne plus rien devoir faire. Quand je fais de l'achat-revente, j'ai fait mon bénéfice, mais puis j'ai de l'argent sur mes comptes, je dois le réutiliser pour faire autre chose. Okay. Et les risques sont parfois plus grands parce que j'achète, en général, c'est des immeubles où l'acquéreur se dit tiens, là le prix est intéressant parce que infraction urbanistique, parce que délocation illégale, parce que maison unifamiliale louée en 4 unités où il faut aller faire un permis. Donc on prend des risques plus conséquents. Si jamais on se plante entre-temps, la perte, elle peut être sèche aussi. Donc moi, en étant à la garde, je prends moins de risques de me planter qu'en faisant de l'achat-revente. Et donc l'achat-revente, comme tu disais, en général, ceux qui le font sont plutôt marchands de biens, c'est des professionnels. Et là, ils font des plus-values plus intéressantes, mais ils ont des poches assez profondes que pour prendre les risques. Un particulier qui va faire ça, s'il n'a pas prévenu sa banque de sa manœuvre, il va se retrouver avec quelques petits pépins au niveau relationnel bancaire parce que les banques, c'est pas leur dada de dire bah, tiens, je te finance le truc pour que tu te fasses 50 000 euros sur mon dos dans l'année qui suit en vendant. Okay. Il va peut-être le faire une fois ou deux, mais après, ça va être serré pour lui de pouvoir continuer à le faire. Toi, Ken, qui est un ancien bancaire, tu sais bien que les banques, elles n'aiment pas trop ça. Quoi. Bah, clairement, c'est un scoring donné au client. Donc, quand on finance un bien, il y a un laps de temps qui est OK pour les banques, mais si vous faites de l'achat-revente, vous remboursez anticipativement un crédit, vous perdez du scoring de bons clients. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous faites une demande de crédit, vous allez avoir un moins bon taux parce que vous êtes quelqu'un qui utilise la banque et qui n'est plus rentable pour la banque. Okay. Donc ça aussi, c'est important de le prévenir et donc de prendre ce numéro de marchand de biens et de dire OK, ça c'est mon objectif de le faire. De nouveau, encore une fois, quel est mon objectif? Moi, je veux faire l'achat-revente, j'adore ça, acheter des croûtes, retaper, revendre, prendre mon bénéfice et je continue sur mon business de tous les jours. Ok, mais alors il faut le faire de manière propre, professionnelle et il y a un numéro d'entreprise pour ça et on le fait, quoi. Mais il y a une obligation de le faire. On ne peut pas dire je prends le numéro, je le fais une fois ou deux puis je le fais plus. D'accord. Pour garder ce statut et cet avantage fiscal, il faut le faire, quoi. Ok, d'accord. Je ne connais pas le nombre exact, mais il faut avoir un certain nombre de transactions qui tournent. Et obligé de revendre les biens dans un laps de temps défini et tout. On ne peut pas les garder. D'accord, donc à partir du moment où on a déterminé qu'on voulait faire de l'achat-revente, on ne peut pas se dire ah finalement celui-là il peut être rentable quand même à la garde, je vais le garder. Non. Sur certains biens, oui, mais en fait vous bénéficiez d'une réduction des droits d'enregistrement. Donc le marchand de biens qui fait de l'achat-revente, lui paye des droits d'enregistrement à hauteur de 8%. À la place de 12,5. À la place de 12,5, en tout cas sur Bruxelles. Je ne sais pas quels sont les taux en Wallonie ou en Flandre. Mais donc, il a d'office un avantage. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'il va le revendre rapidement. Un privé qui achète et qui revend dans les 2 ans récupère 36% des droits d'enregistrement qu'il a payés s'il a revendu dans les 2 ans. Donc, en fait, le marchand de biens, on a déduit qu'il d'office, il est récupéré. Mais il est obligé de revendre pour ça. Donc, s'il ne revend pas, il va avoir des amendes derrière. Ok. Or, le côté professionnel de marchand de biens, j'ai déjà vu des particuliers vouloir augmenter leur stock de base, leur stock d'argent liquide de base, en faisant 1 ou 2 achats-reventes en début de développement immobilier, de patrimoine immobilier, pour avoir un peu plus d'argent, de manière plus conséquente, pour pouvoir commencer à investir et à faire plutôt alors ce qu'on fait nous. Voilà, ça c'est aussi un choix qui peut se faire. Au tout début, j'en fais 1 ou 2 parce que j'ai eu des bons coups ou des bonnes opportunités. Ou en cours de différents types de biens que je garde, j'ai une occasion de faire un achat-revente intéressant, je le fais. Hop, j'engrange du cash flow et avec ça, je vais acheter 2-3 autres biens que je vais garder, quoi.
Ok. Rapidement, l'option croisée, ça consiste en quoi? Il faut bien maîtriser son art. Première chose. Ok. Ça, c'est mon premier conseil. Si vous ne maîtrisez pas le sujet, vous ne lancez pas là-dedans. Et c'est quoi concrètement Alors, ce sujet justement? Le sujet de l'option croisée, moi je ne pratique pas, et c'est d'ailleurs très rare, même en tant qu'agent immobilier, moi ça fait 15 ans que je suis agent immobilier, je n'ai sincèrement eu que 5-6 fois des gens qui sont venus vers moi pour l'option croisée. Pourquoi? Parce que d'abord il faut trouver un bien qui s'y prête vraiment. Le bien qui s'y prête vraiment, ça peut être n'importe quel bien, mais souvent le gars qui maîtrise un peu son art là-dedans, il va vouloir acheter un bâtiment avec plusieurs unités dedans, en disant je vais mettre une option d'achat sur le bâtiment, avec la faculté de pouvoir revendre les unités même avant l'acte, ou pour le jour de D'accord. l'acte. Donc en déant les 4 mois. Alors oui, c'est très sport. Mhm, mhm. Donc il faut vraiment bien calculer son truc, connaître par cœur les prix pratiqués dans la région où se trouve le bâtiment en question, et être sûr derrière que, selon les calculs que la personne a fait, donc que j'ai fait moi en tant qu'investisseur si je pratique cela, eh bien je vais savoir qu'avec un prix d'achat de 100, je vais pouvoir, en revendant les 4 unités qui composent le bâtiment, obtenir, je sais pas moi, 130, me faire 30 au passage, et je dois être sûr que dans les 4 mois, j'ai trouvé 4 personnes qui m'ont acheté chacun une unité, quoi. Si je te comprends bien, du coup, je signe l'offre, mais ce sera quelqu'un d'autre qui va signer à ma place l'acte. Quelqu'un ou plusieurs personnes. Voilà, ou plusieurs Ouais. personnes. D'accord. Autorisées par le vendeur en début d'accord que moi j'ai pu obtenir avec le vendeur. D'accord, ok. Mais C'est sport. C'est sport, quoi. Ouais, de nouveau, il faut être vraiment professionnel de l'immobilier pour se lancer là-dedans. Ouais. Et en fait, l'intérêt de l'option cessible, elle est souvent liée à des immeubles de rapport où l'acte de base n'est pas encore réalisé et que le propriétaire on va dire, ne peut pas vendre à la découpe. Parce que clairement, vendre un immeuble de rapport à la découpe est toujours plus rentable que le vendre en un bloc. Et l'avantage de l'option cessible pour le client acquéreur, c'est qu'il ne paye pas de droits d'enregistrement. Donc, je vais prendre un bien, un chiffre rond, on va imaginer un immeuble de rapport à 1 million d'euros. Si je l'achète de manière standard, je vais devoir payer 12,5 de droits d'enregistrement. Donc, ça va me coûter 1 125 000 euros. Si je fais l'option cessible à 1 million, j'ai dit au propriétaire, voilà, moi je vais faire une option sur votre bien, je vais faire appel à un géomètre, je vais découper votre immeuble, je vais faire des petits travaux de rénovation par unité et je vais vendre unité par unité. Et le bénéfice va être pour moi. Et en réalité, si j'achète à 1 million et que je revends le tout à 1,3 million, je me suis fait 300 000 euros de bénéfices sur lesquels je vais payer une TVA. Mais donc c'est plus intéressant pour le marchand de biens ou l'équipe de pro, quoi. Hein. Ouais, l'acquéreur. On va trouver un investisseur pro avec un architecte à côté de lui, avec c'est une un équipe autre qui fait ça. professionnel, et D'accord. c'est un groupe qui ne fait que ça, quoi. Et ils le font parce qu'ils savent le faire. Et deuxièmement, il faut déjà trouver l'immeuble de rapport où le client vendeur, celui qui est propriétaire au moment où la transaction se déroule, ne veut pas lui-même faire cette démarche de diviser. Parce que s'il est bien conseillé et qu'il a un peu le temps et un peu de sous, il va aller payer son acte de base, donc le géomètre et puis son acte de base chez le notaire, il va revendre à la découpe lui-même et c'est lui qui va engranger le bénéfice. C'est déjà rare de voir des propriétaires qui disent, bon, allez, l'immeuble de rapport, là, je veux le vendre en un bloc, vite, j'ai pas le temps. Et alors là, c'est là où le malin vient un peu flairer l'opportunité de dire, bah, tiens, moi, je peux peut-être faire un billet là-dessus et je vais le faire, quoi. Ok. C'est déjà rare. Hein. Ça permet aussi parfois d'avoir un tout petit peu plus de sous pour le propriétaire, mais on parle... Tu vois, si je prends un bien à 1 million, qui est revendable à la découpe, on va dire plus ou moins 20% plus cher en général, je pourrais peut-être lui proposer 1 million, 20 000, 1 million, 30 000, parce que comme je ne paye pas les droits d'enregistrement, ça me coûte moins cher. Et donc, je peux faire en sorte en disant au client, voilà, moi, je ne t'achète pas le truc dans les 4 mois, je te l'achète dans 1 an. Parce que laisse-moi le temps de découper, faire les travaux, de revendre à la découpe, et dans 1 an, soit j'ai revendu, et alors c'est bon, soit j'ai pas revendu et c'est moi l'acquéreur. D'accord. Donc en fin d'option, je suis obligé d'acquérir le truc. Mais au lieu d'acheter dans 4 mois, je t'achète dans 1 an, mais je t'ai payé 30 000 euros en plus. Ok. Parce que tout le monde est plus ou moins gagnant, puisqu'il n'y a plus les droits d'enregistrement qui sont de 12,5 qui coûtent très cher. Donc c'est ça l'avantage de l'option pour celui qui le fait et pour le propriétaire qui n'a pas le temps ou qui n'a pas l'envie de faire appel au géomètre, de faire des petits travaux pour vendre à la découpe et d'aller chercher le dernier carat. Ce qu'il faut, c'est que en tant que vendeur du bien, qui reçoit ce type d'offre-là, il faut contraindre l'acheteur à dire, si vous ne trouvez pas vos différents acheteurs, c'est vous qui achetez d'office, quoi. D'accord, oui. Comme ça, on n'est pas bloqué pendant un an, et puis se dire, oh, finalement, et puis la l'acheteur vente qui achète capote, quoi. d'office, il se débrouillera par la suite, mais en tant que vendeur, je
conseillerais de faire ça, quoi. Ouais, clairement. Un prochain dilemme, ce serait potentiellement la taille de l'investissement et donc les investissements financiers inhérents. On dit souvent que les premiers mètres carrés sont les plus rentables, mais finalement, ça peut être aussi intéressant d'aller chercher des plus grosses unités. Toi, Laurent, tu réagis comment? Alors en termes d'unité, ma réponse va être très simple. Quand on fait de l'investissement locatif, c'est beaucoup plus dur de rentabiliser un grand logement. On va prendre l'exemple d'un appartement qui fait 150 mètres carrés et qui propose 2 ou 3 chambres. C'est très difficile à aller chercher une rentabilité dans ce type de logement parce que ta rénovation va te coûter parfois 2 fois plus cher ou 1,5 fois plus cher que pour un appartement de 90 mètres carrés qui se loue pourtant à déjà un très bon prix, parce que c'est une valeur standardisée dans la commune où tu as acheté, l'appartement type de chambre 90 mètres carrés que tout le monde recherche, qui te coûte moins cher en rénovation que celui de 150 mètres carrés. Donc moi, personnellement, je vais favoriser les unités dites standards, attendues de tous, que d'aller chercher une unité qui sort un peu du lot et qui est disproportionnée, et j'utilise le mot par rapport à l'investissement locatif, elle n'est pas disproportionnée. C'est très chouette d'avoir un appartement de 150 mètres carrés pour y vivre quand on vit à Bruxelles, certes, mais quand on fait de l'investissement locatif, c'est pas très malin d'aller chercher ce type d'unité. D'accord, ouais. Mais de nouveau, ça dépend de qui on est, de ce qu'on vise comme type d'investissement. Je connais des gens qui n'achètent que des appartements de luxe parce que c'est là-dedans c'est là-dedans qu'ils sont à l'aise et c'est là-dedans qu'ils sont à l'aise de louer ou de trouver des locataires dans ce type de bien. Quand on fait un peu de la masse et qu'on veut un peu les empiler, c'est plus intelligent d'aller chercher des unités locatives attendues de tous. Le une chambre qui va faire, je sais pas moi, aux alentours dans les régions où moi j'opère, Brabant Wallon et alentour, le une chambre entre 50 et 65 mètres carrés, le deux chambres entre 80 et 95 mètres carrés, et je veux même pas de 3 chambres. Et du studio, un petit peu, mais pas trop non plus, parce que ce nouveau, c'est très sportif à gérer du studio. Si j'achète un immeuble de rapport et que j'ai sur 6 unités, 6 studios de 30-35 mètres carrés, je vais chercher une rentabilité de 10-12% minimum. D'accord. Par rapport à mon achat, etc. Si par contre j'ai dans ce même immeuble de rapport sur 6 unités, j'ai un studio, mais j'ai 5 appartements, 2 chambres dans 90 mètres carrés, je vais être content avec du 5-6%, quoi. Parce que je sais qu'en termes de gestion, ça va être moins sportif que l'immeuble de rapport où j'ai 6 studios et où il y a beaucoup de turnover et où le public locatif n'est pas le même, quoi. Oui, tout à fait. Donc je ne cherche pas à maximiser les superficies, au contraire. Je veux des trucs standards attendus de tous où la rénovation elle est bien maîtrisée en termes de coût. Ok. Ken? Ben, clairement, moi, je suis plus sur Bruxelles, donc moi j'achète des plus petites unités, des studios aux alentours des 30 mètres carrés. J'ai une chambre de 45 mètres carrés parce que à l'achat et à la rénovation, ça coûte beaucoup moins cher. Si tu dois rénover 50 mètres carrés ou 75 mètres carrés, même si à un moment donné c'est plus de sol et tout, il faut le payer. Et la location entre une chambre de 65 mètres ou de 45 mètres carrés, elle n'est pas de 200 ou 300 euros de différence. C'est pas énorme. Du moment que c'est propre, bien fait, accueillant, 45 ou 65 mètres carrés, les gens payent plus ou moins la même chose. Et moi, sur Bruxelles, les studios fonctionnent assez bien parce qu'on a pas mal d'étudiants aussi près des universités. Et donc, eux restent parfois 3, 4, 5 ans. Donc, le turnover dans des chouettes studios, des chouettes quartiers de Bruxelles est moins important que ce qu'on peut croire. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est que imagine, tu as un appartement de 2 chambres, tu as une famille qui a mal géré, parce que ça arrive aussi, à abîmer ton sol, ta cuisine et tout. Quand tu dois refaire des réparations, ça coûte beaucoup plus cher. Réparer un studio coûte beaucoup moins cher, puisque les mètres carrés sont moins importants. Il y a aussi une intelligence de développement de patrimoine. Quand on démarre seul pour acheter des biens, c'est pas toujours évident d'aller directement vers une maison, un immeuble de rapport à acheter ou un appartement de chambre. On peut parfois empiler les studios jusqu'à en avoir 5, 6, 7, 8, parce que l'acquisition est facile d'accès, ou en tout cas plus facile d'accès. Comme l'a dit Ken, prix plus bas, la rentabilité est immédiate parce qu'on trouve très vite des locataires pour ce type de logement, et d'en empiler 5-6 comme ça, avant de changer un petit peu son fusil d'épaule et d'évoluer dans son profil investisseur en disant, voilà, j'ai déjà une certaine stature, j'ai déjà un certain patrimoine qui est en partie remboursé, je vais commencer à me diriger vers des unités de chambres ou des maisons ou des petits immeubles de rapport. Parce qu'en tant qu'investisseur, on n'est pas toujours le même. Sur une période de 20 ans d'investissement, on change, quoi. Donc, même au niveau géographique, on change. Donc, ce que je disais finalement en introduction, avec une stratégie et s'y tenir, non, c'est pas grave, potentiellement, ça peut évoluer. On évolue, on s'adapte. Et surtout, moi, je trouve que c'est un job, entre guillemets, qui fonctionne très fort à l'opportunité. Mes premiers achats, c'était des opportunités, quoi.
Je pense même, si je réfléchis bien, et je dis pas de bêtises, j'ai même jamais cherché à acheter un bien. D'accord. Tout ce que j'ai acheté, je l'ai acheté à l'opportunité. Bon, après, tu es un peu un cas à part dans le sens où tu es dans le secteur immobilier Tout et à tu fait. vois passer quand même pas mal d'opportunités là où une personne lambda ne l'a pas toujours, cette opportunité. Tout à fait. Mais oui, Tout à je vois fait, ce que tu ouais, veux ouais. dire. Mhm. Ça fonctionne évidemment bien quand on est dedans, mais si on tend Ouais. bien l'oreille ou qu'on en parle autour de soi, on va avoir des informations. D'accord. Ouais, il faut juste savoir les saisir, Les quoi. saisir. Autre questionnement, est-ce qu'il vaut mieux investir près de chez soi ou investir dans une localité plus rentable? Laurent, tu viens du Brabant wallon, Ken, tu viens de Bruxelles. On n'est pas nécessairement sur les localités les plus rentables sur papier. Du coup, on fait quoi? Moi, je pense que, comme Warren Buffett, il faut acheter ce que tu aimes et ce en quoi tu crois. D'accord. Que ce soit à Liège, à Mons, à Bruxelles, moi pour l'instant j'achète à Bruxelles dans les quartiers que je maîtrise. Parce que il faut que ça reste agréable quand même. Tu vois, si je dois aller dans un quartier où je me dis, purée, moi j'habiterai jamais ici, je comprends pas ce que mon locataire vient faire ici, quand je fais la visite et que je discute avec lui, j'ai aucun argument positif à le mettre dedans. Mhm. Donc moi j'aime bien acheter dans des coins que je connais, que je maîtrise, qu'ils soient aimés des autres ou pas, je m'en fous. C'est moi qui aime et c'est moi qui connais le quartier. Donc dis-moi. On dit pas généralement qu'il faut pas acheter avec ses émotions et du coup que c'est pas, c'est pas un peu contradictoire ton discours, hein? Ben, pour répondre à ta question, j'ai acheté à côté du parc Maximilien à Bruxelles. Pour ceux qui connaissent, c'est pas ouf. Ouais. J'ai acheté à Neurlect près du Seria. Pour ceux qui connaissent, c'est pas ouf. Mais ce sont des quartiers que moi je maîtrise D'accord. et je connais la population parce que j'ai grandi là et que j'ai vécu là. Mhm. Et je suis à l'aise à aller visiter là-bas et mettre des locataires là-dedans parce que je peux donner les points positifs des quartiers et tout parce que c'est chez moi. D'accord. Et donc pour l'instant, parce que je suis au début de la constitution de mon patrimoine, mais peut-être qu'un jour, quand j'aurai plus de patrimoine, que j'aurai une plus grande sécurité financière, j'aurai envie de prendre un risque en allant à Mons ou à Liège ou à Charleroi en disant, tu sais quoi, je teste parce qu'on m'a dit, voilà, il y a du 15%. Mhm. Mais quand on a du 15%, parfois on a du zéro. Parce que c'est plus risqué, c'est plus dangereux. Et quand je dois aller gérer là-bas, il faut prendre ma caisse jusque là-bas, c'est du temps perdu. Est-ce que c'est vraiment plus rentable? Parce que moi, mes heures de travail dans l'immobilier commencent à être bien payées. Donc est-ce que j'ai envie de perdre ce temps, aller jusque là-bas pour le faire, pour chercher, gérer mon devis, travaux et tout? Si je veux pas le faire, je dois déléguer. Donc c'est-à-dire que je perds finalement ma rentabilité chercher. Enfin, tu vois, tout s'analyse. Et moi, pour l'instant, j'achète là où je maîtrise. D'accord. Laurent, ton avis là-dessus? Je trouve que sa réponse coïncide totalement avec la majeure partie de ce que vont faire les investisseurs en début de développement, en fait. D'accord. Ils vont favoriser, c'est ce que j'ai fait aussi, j'ai favorisé quelque chose de proche de chez moi, où j'ai un accès facile pour suivre ma rénovation, parce que ça, il vaut mieux être là souvent, donc il fallait que ce soit proche, et je ne me voyais pas m'aventurer dans des régions que je ne maîtrisais pas. La notion de maîtrise est importante, en termes de valeur, en termes de location, etc. Je savais à peu de choses près que j'étais proche du 99% de certitude sur mon prix d'achat, ma gestion de rénovation en termes de sérénité et surtout mon prix locatif derrière, quoi. Et avec le temps, et c'est là où mon avis Ken aussi va changer à un moment donné, il va aller s'aventurer dans d'autres zones, soit à l'opportunité, soit parce que son nez va, ah tiens, ça m'intéresse, tiens, ce qui se passe dans cette ville-là en Belgique ou peut-être même à l'étranger, en disant, je commence à avoir suffisamment de fonds et d'assises dans mon patrimoine que pour pouvoir me permettre de prendre un risque qui est quand même très considéré, mais qui va me pousser à aller investir un petit peu plus loin ou dans un type d'unité dans lequel j'ai pas encore investi. Et c'est très rare de trouver dans les investisseurs qui n'ont pas encore beaucoup de patrimoine quelqu'un qui a osé dire, tiens, j'ai acheté un truc à Bali. Ils existent, hein. J'en ai déjà rencontré. Son premier achat, c'était un truc à Bali. Waouh! Moi, je suis impressionné, quoi. Oser faire ça, etc. Avoir monté tout le truc, la société qu'il faut, avoir pris les contacts, avoir fait le voyage, avoir investi dans ce voyage. C'est hyper rare. Plus de 90% des investisseurs qui débutent vont regarder un truc pas trop loin de chez eux. Quartier. Et après, ils vont se développer en disant, bon, ok, je maîtrisais bien, mais on m'a parlé d'un truc à Mons, il y a ça qui peut être intéressant, je vais une fois aller voir. Et surtout, toujours être sûr d'avoir l'équipe autour de soi, peu importe où on va investir. L'équipe autour de soi, c'est le bon conseiller sur place qui sait confirmer les valeurs, etc. C'est l'équipe de rénovation ou l'équipe qui peut intervenir vite en cas de pépin. Et si vous avez ça, c'est comme pour tout. C'est comme quand on gère une entreprise, il faut une bonne équipe autour de soi. Et bien, c'est pareil pour investir dans l'immobilier, quoi. Très bien. On va voir les types de financement spécifiques à l'investisseur. Vous vous tournez vers quoi, vous?
Moi, je suis très bullet. Hein. T'es très Je suis bullet. très bullet. Tu nous rappelles rapidement le principe du donc, crédit bullet? Crédit bullet ou crédit à terme fixe, c'est un crédit pour lequel on ne va pas rembourser le capital emprunté, mais on ne va payer que des intérêts durant la durée qui a été convenue avec la banque. Au bout de cette durée, on va devoir rembourser l'entièreté du capital. Et pour ça, il y a différentes solutions. Soit on revend le bien qu'on a acheté 15 ans plus tôt, auquel cas on va prendre la plus-value de ce bien-là et rembourser le capital qu'on n'a jamais payé. Soit on revend autre chose de son patrimoine parce qu'on a envie de garder ce bien-là et on rembourse la banque de ce qu'elle doit avoir. Soit, il y a encore une possibilité, c'est de reprolonger tout simplement le crédit pour 15 nouvelles années parce qu'on tient à garder ce bien-là, on ne veut pas rembourser ce capital à ce moment-là. Voilà, toutes les possibilités existent. Et l'avantage de ce crédit bullet, et ça de nouveau ça dépend de la stratégie de développement que vous avez, l'avantage de ce crédit bullet, c'est que au lieu de payer, je ne sais pas moi, une somme de 1200 € de remboursement sur le capital que vous avez emprunté pour faire votre investissement, vous allez peut-être rembourser que 400 € d'intérêt. Ça veut dire que la différence entre ce que vous remboursez et ce que vous gagnez tous les mois grâce à la location qui rentre est beaucoup plus importante. Ça permet quoi ? Positif. Cash flow positif, beaucoup plus important. Ça permet de faire un effet de levier pour acheter d'autres biens, puisque la banque va à chaque fois considérer de combien d'argent vous disposez mensuellement pour pouvoir rembourser des nouveaux crédits. D'accord. Donc voilà, je suis très bullet. Je pense qu'au tout début du développement, c'est pas évident de faire du bullet. Je crois qu'au début, la banque veut qu'on monte pas de blanche, et c'est comme pour tout. Hein. C'est toujours le début qui est difficile en fait. Au début, c'est compliqué. Le deuxième l'est un peu moins. Le troisième devient plus ou moins facile. Et le quatrième est vraiment beaucoup plus simple, aller chercher le crédit, etc. Et puis au plus on monte, au plus on pense que ça va être facile, et au plus tout d'un coup il y a des problèmes. Parce qu'il y a des banques qui, à partir du moment où vous avez 1,5 million de crédit d'encours, ils veulent même plus vous financer. Donc là vous rencontrez d'autres types de problèmes. Donc il ne faut pas penser non plus que voilà, il y a des problèmes à chaque étape de l'investissement, mais si c'était si simple, tout le monde le ferait, comme on dit souvent. Donc voilà, moi je suis très bullet pour les modèles de financement. Après, c'est des problèmes de luxe. Hein. Quand on te dit, vous avez déjà 1,5 million de crédit, on ne vous suit plus, tu te dis, bon, ben, en vrai, je vais aller voir dans une autre banque, c'est pas trop grave. Mais c'est vrai, et on regarde ce que tu as dans le cours, et à un moment donné, la banque dit, stop, là, vous devez aller ailleurs. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est comme ça. Politique bancaire, risque, voilà. Oui, à un moment donné, ils veulent pas être ils veulent participer aux bénéfices. Et à un moment donné, on utilise les banques et on devient plus rentable pour eux, donc ça ne les intéresse pas. Moi, je fais une espèce de bullet pour l'instant parce que je suis moins loin dans l'avancement de la gestion de mon patrimoine, mais je fais des crédits travaux, hein, j'en ai déjà parlé dans certains podcasts, et l'idée c'est de faire un crédit avec travaux, et je demande à la banque que ce ne soit qu'une seule enveloppe. Parce que souvent, certaines banques font une enveloppe pour l'achat de l'appartement et une enveloppe crédit. Ça veut dire que le jour de l'acte, le mois qui suit, je dois déjà rembourser le capital de mon appartement et payer des intérêts sur l'enveloppe travaux que je n'ai pas encore entièrement utilisée. Donc ma mensualité est déjà élevée alors que je ne bénéficie pas encore de mon appart qui n'est pas encore en location. Donc moi, ce que je fais, c'est une enveloppe complète et le jour de l'acte, je paye des intérêts sur le montant libéré, mais je ne rembourse pas de capital. Et j'ai la possibilité, en fonction des banques que je choisis, de faire ça pendant 2 ans à 3 ans. D'accord. Et l'idée, évidemment, c'est de faire un devis travaux important. Et dans mon devis travaux, il y a la rénovation. Et moi, je me laisse une enveloppe plus élevée au cas où la première année ou deuxième année, mon locataire aurait abîmé l'appartement. J'ai encore une enveloppe pour faire des rénovations via financement. Mais entre-temps, je peux mettre en location. Et comme moi, je ne paye que des intérêts, la différence entre mon revenu locatif et les intérêts me permet d'avoir un cash flow, en fait, comme un crédit bullet. Mais puis, je rembourse le capital parce que j'ai besoin de rembourser un peu de capital pour augmenter la différence entre la valeur de mon patrimoine immobilier et les sûretés disponibles, donc le capital déjà remboursé. Si je ne rembourse pas de capital, je vais devoir mettre plus d'argent de côté et apporter plus de fonds lors de mon prochain achat. Et donc je fais un mix des deux, un peu de cash flow et un peu de remboursement de capital pour plus rapidement augmenter le gap entre valeur immobilière et solde restant dû. On peut insister sur le fait que finalement, sur les deux ou tu disais aussi 3 premières années de ce premier crédit travaux, pendant ces 3 ans, le loyer va être aussi indexé et du coup, tu vas pouvoir, quelques années plus tard, pouvoir avoir un loyer et du coup un cash flow plus intéressant aussi. Ou un cash flow break-even en réalité. Okay. Donc aujourd'hui, avec la structure des taux, si on fait de l'investissement standard et que ça ne coûte rien, c'est un bon investissement.
si je rembourse mon capital plus intérêt et que le loyer paye ce que ça me coûte, c'est pas mal du tout parce qu'en réalité, tous les mois, j'épargne. Si je prends un appartement à 150 000 euros, c'est-à-dire que tous les mois, je mets plus ou moins 700 euros d'argent dans un capital qui m'appartient à moi. C'est ce qu'on appelle une épargne forcée finalement. Une épargne forcée très agréable parce qu'elle me permet aussi de faire l'effet levier et l'année d'après ou dans les 2-3 ans qui suivent, pouvoir racheter un autre appartement. Quand je mets 700 euros de côté tous les mois sur mon livret, voilà, c'est bien. Quand je mets 700 euros de côté tous les mois dans des briques, à un moment donné, toutes ces briques que j'ai achetées vont me permettre de racheter de nouvelles briques. Et ça, c'est l'effet levier qui est très intéressant dans le financement immobilier. Mais ça dépend de la perspective de chacun, de nouveau. Hein. Moi, j'ai dit que j'étais fort bullet, parce que ma perspective, c'est pas de profiter de ma vie et de mon patrimoine pour mes vieux jours. C'est quelque chose que je ne supporterai pas de penser. Je veux avoir un cash flow positif important tout de suite. Et pas attendre 15 ans pour tout d'un coup profiter de la vie. Dans 15 ans, je ne sais pas aussi, je sais pas comment je serai. La vie s'avère être très courte pour pas mal de gens et je trouve qu'au plus on avance dans l'âge, au plus on participe souvent à des enterrements plutôt qu'à des mariages. Et donc ça fait un peu réfléchir en se disant mais moi je ne vais pas attendre mes 65 ans pour dire allez ça y est, la brique m'appartient. Moi, c'est très simple. Je ne veux pas que la brique m'appartienne. J'en ai strictement rien à faire que ça m'appartienne. Elle peut ne jamais m'appartenir. Ça me conviendrait très bien. Pour autant qu'elle me rapporte tous les mois de l'argent et que je puisse avec ça développer mon patrimoine et surtout augmenter mon confort de vie tout de suite. Donc oui, je fais beaucoup de bullet pour cette raison-là. Mais ça dépend du profil de chacun. Il y a des gens, il ne faut même pas essayer de les convaincre de faire du bullet parce qu'ils ne vont pas être à l'aise avec l'idée. Ils ont un état d'esprit, un petit peu celui de nos parents, de nos grands-parents. Achète ta maison, paye-la pendant 30 ans, 25 ans, et à ta pension, tu as une maison toute payée et ta vie est belle. Et ces gens-là, quand ils ne mordent pas à l'hameçon de cette structure de financement qui est intéressante, comme le bullet, il ne faut pas essayer de les convaincre, ça ne leur convient pas à eux, quoi. Mais parce que aussi l'investisseur immobilier type 1, il aime bien ce côté brique qui lui appartient. C'est un investissement qui est très tangible par rapport aux crypto-monnaies, par rapport à la bourse, où là c'est beaucoup plus volatile. Finalement, la brique, elle est stable, elle est visible, etc. C'est pour ça que nous on investit dedans. Moi, avec l'idée que je n'ai pas besoin qu'elle m'appartienne. D'accord. À partir du moment où j'ai toujours un crédit dessus, je considère que ça ne m'appartient pas. Okay. Si j'ai un crédit dessus, cette brique n'est pas vraiment à moi. Elle est encore à la banque, quoi. Voilà. Et si elle est toujours à la banque, durant toute la durée de vie pendant laquelle je possède, entre guillemets, le titre de propriété de ce bien-là, c'est tout à fait OK pour moi. Je n'ai pas besoin à un moment donné de ne plus avoir de crédit sur ce bien. Le crédit, moi, c'est ce qui me fait vivre, en fait. Donc, c'est grâce à ce crédit-là que je peux les empiler, les unités, et développer mon patrimoine. Maintenant, je rejoins tout à fait Ken sur les crédits travaux. J'en fais à chaque fois. Peu importe le bien que j'achète, je prends du crédit travaux parce que ça permet plein de possibilités dont on peut parler en direct avec les gens pour leur expliquer le développement possible grâce à ce crédit travaux. Et puis surtout, demander les franchises en capital. Ça, c'est très important. La franchise en capital qui consiste à ne pas tout de suite rembourser le crédit qui est fait, même sur l'acquisition, parce qu'on peut justifier auprès de la banque qu'on a une période de travaux pendant laquelle il va y avoir une carence de rentabilité et qu'on aimerait bien commencer à rembourser à 24 mois. Mais si on fait vite les travaux et correctement, ça permet d'avoir un temps où on ne rembourse toujours pas ce fameux crédit qu'on a fait pour acheter le bien, mais où il y a déjà les loyers qui rentrent, quoi. Donc ça, c'est toutes des notions à connaître et à négocier avec la banque quand on confectionne son crédit, quoi. Et je voudrais rajouter une dernière chose. Moi, à un moment donné, je n'ai pas eu la possibilité de tout faire en bullet parce que j'étais aussi au départ. Et donc, à un moment donné, mes sûretés vont grandir et je vais pouvoir prendre mes biens qui ne sont pas à moi à la banque, mais dire, tiens voilà, je voudrais transférer ces biens-là dans une autre banque et refinancer tout mon patrimoine en un grand crédit bullet, parce que là où je te rejoins à 100%, c'est que moi je veux, et tu me connais, allô, moi je veux profiter de la vie maintenant, donc je veux des bons restos, je veux partir en vacances 4-5 fois par an, aujourd'hui maintenant, parce que c'est maintenant que je suis en pleine forme, et de toute façon, j'ai des biens, parce qu'on sait très bien que l'évolution de l'immobilier en Belgique, surtout dans les zones dans lesquelles nous on investit, elle est positive depuis des décennies et des décennies. Ça n'a jamais baissé. En 2023, on en a parlé dans d'autres podcasts, c'était un marché très compliqué dans plein de pays. L'immobilier a chuté. En Belgique, il n'a fait que stabiliser. Donc on a un marché très fort au niveau immobilier. J'ai beaucoup de confiance dans l'évolution constante de l'immobilier. Et où est l'intérêt du crédit bullet? Parce que beaucoup de gens disent « je ne suis pas l'investissement locatif. S'il ne me paye pas, j'ai un crédit. » Si j'ai un bullet, la mensualité, elle est très faible. Donc si le gars ne me paye pas, c'est beaucoup moins dur de devoir payer 300 € d'intérêt que de devoir payer 1000 € de mensualité. Et donc, ça permet aussi, si jamais il y a un couac, de dire, de toute façon, je suis très costaud financièrement,
je prends moins de risques en réalité. Et beaucoup de gens pensent que le bullet est plus risqué, alors qu'en réalité, derrière, pour la gestion locative, il est un peu moins risqué. Oui, ça diminue le risque en fait. Et moi, je n'ai pas que du bullet parce que je ne pense même pas que ce soit faisable de n'avoir que du bullet. Je pense que j'ai un ratio de un peu plus de 70% de mes crédits qui sont en bullet, mais la valeur du patrimoine par rapport à la valeur de mes crédits représentent environ 60% de la valeur de mon patrimoine aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de la valeur dans ma brique qui est nettement supérieure au crédit que j'ai. C'est ça aussi qui permet de faire la culbute et de continuer à pouvoir faire du crédit pour acheter d'autres choses, quoi. Et d'aller plus facilement chercher du bullet que les banques ne proposent pas d'entrée de jeu de toute façon, tout à fait. surtout les banques classiques. Et voilà, il faut avoir des bons courtiers qui proposent des bons montages aussi par rapport à ça, quoi. Parfait. Prochain point, est-ce qu'on délègue les travaux ou on les fait soi-même pour faire des économies? Bon, Laurent, t'es un peu biaisé là sur le coup, mais... Ma réponse, on la connaît déjà. C'est ça. Si tu veux, moi je réponds parce que j'ai pas de... Tu n'as pas d'entreprise de J'ai rénovation. pas d'entreprise de rénovation, mais clairement, encore une fois, ça dépend de ce que je fais. Je vais prendre l'exemple d'un pompier qui travaille, je ne connais pas l'horaire exact, mais il travaille une journée. Un peu décalé, en tout cas. Et puis ils ont 3 jours de stand-by, repos. Peut-être que lui, il a le temps. Il sait le faire. Peut-être qu'il peut aller faire des travaux parce qu'il a du temps libre. Moi, par exemple, j'ai pas de temps libre pour faire ça. Ou en tout cas, mon temps libre, je le passe avec mes filles, avec ma femme, avec ma famille, mes amis. J'ai pas envie d'aller faire des travaux. Donc moi, je délègue d'office. Et alors, il y a 2 manières de déléguer. Soit avec la belle rénovation, pour le citer. Et on sait que les travaux vont commencer le lundi quand on a dit qu'on commençait le lundi. Et c'est fini dans 2 semaines. C'est fini dans 2 semaines. Et on reçoit un feedback pendant la période des vacances. Pendant la période des travaux. Et s'il y a des couacs, parce que parfois quand on démolit, on découvre quelque chose. Là, l'entrepreneur t'appelle en disant, tiens, voilà, il y a ça comme découverte. Qu'est-ce que tu veux faire? Je te propose la solution A, B, C. Choisis. Et il y a un vrai suivi. C'est très agréable. Et puis, il y a beaucoup de gens qui font des travaux avec des gens d'autres pays, pour ne pas les citer. Et là, le risque est beaucoup plus important. Peut-être qu'on peut y gagner, mais ça veut dire que tous les jours, il faut venir sur le chantier, vérifier qu'il a bien fait ce que j'ai demandé, qu'il n'est pas en train de cacher un vis qu'il a trouvé en chemin et qu'il s'est dit, merde, je vais le cacher derrière. Donc, c'est de nouveau, souvent, il y a des gens qui demandent, tiens, est-ce que tu n'as pas des entrepreneurs pas chers? Ouais, j'en ai, mais est-ce que tu es prêt à subir le stress, le risque, les trucs cachés que tu vas pas être au courant, dire, gars, je t'avais demandé du parquet, tu as été mettre du carrelage. Ouais, mais je préférais, mais je t'ai pas demandé ton avis. Et c'est des trucs qui arrivent et qu'on vit vraiment. Donc, il y a ces 2 options-là. Si on veut une tranquillité d'esprit et une qualité de finition, la belle rénovation pour le citer, ou d'autres entrepreneurs qui font ça très bien aussi, il y en a heureusement. C'est la meilleure solution. Plus facile, plus pratique, et en plus, en général, c'est financé sur 20 ans. Donc, payer 5 000 euros, 10 000 euros de travaux en plus pour une tranquillité d'esprit, qualité, et parfois la différence n'est même pas autant, ça vaut la peine. Si je suis pompier pour les reciter et que je peux aller sur le chantier tous les jours, je peux quasi faire les travaux moi-même et me faire aider d'un pote électricien, un plafonneur. Je vais avec, je suis tous les jours dessus. Mais plus de travail, plus de risques, donc plus de rendement aussi, ça coûte moins cher, mais il faut le faire. On est fatigué après, on a mal au dos et tout. Après, moi, j'ai pas toujours eu une société de rénovation, mais j'ai toujours eu des bonnes équipes autour de moi et des bons contacts au fur et à mesure du temps et des rénovations de mon patrimoine. En tant qu'indépendant, et ce que j'ai toujours apprécié avoir en tête, c'est qu'est-ce que je vaux à l'heure en fait, quand je fais mon job. Et quand je fais mon job d'agent immobilier, moi, je n'avais qu'une seule obstination, c'est d'augmenter ma valeur à l'heure. Comment est-ce que j'augmente ma valeur à l'heure? En étant très efficace et en produisant de plus en plus d'année en année avec le même laps de temps ou même moins de temps parfois, mais en produisant plus. Et si, quand je suis occupé de rénover, je ne bosse pas, alors que je pourrais bosser dans le même temps, mais je suis occupé de rénover mon propre bien, mais que je suis plus lent qu'un mec qui a l'habitude de le faire, qui va être plus efficace que moi, plus rapide et qui va certainement même le faire mieux que moi, c'est certain qu'en plus de ça, je ne vaux pas mon taux horaire à l'heure quand je suis occupé de faire ce plafonnage ou cette peinture, etc. Alors qu'une bonne équipe, payée à un autre tarif horaire que le mien, va le faire plus vite et mieux. C'est des fausses économies. C'est des fausses économies, le calcul est vite fait en fait. J'ai tout intérêt à ce que ce soit vite fait, très bien fait, qu'il n'y ait pas des couacs ou des soucis que moi je vais rencontrer en tant qu'amateur, et que derrière, j'ai plus rapidement mon bien qui est mis en location, quoi. Donc, c'est vrai qu'au tout début, j'étais jeune, j'ai investi, j'avais 23 ans, je pense, ma première maison, 23 ans, 24 ans.
J'ai fait énormément avec des copains, on a cassé, on a machin, parce que tous les jeunes font, pour économiser, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sous. Mon deuxième achat, je l'ai fait, j'avais 26 ans, je crois. C'était un immeuble de rapport. Là, j'ai de nouveau tout cassé par moi-même. Mais je le referai plus, quoi. Aujourd'hui, je délègue et ça va plus vite et c'est bien coordonné, quoi. Et à un moment donné, il faut prendre ce type de décision, quoi. Et en plus, en moyenne, en Belgique, les biens sont revendus dans les 7 ans. C'est la moyenne de revente. En général, les gens financent sur 20 ou 25 ans. Donc, financer des travaux de 20 000 ou 30 000 sur 20 ou 25 ans, en sachant que je vais quand même revendre dans 7 ans en moyenne, c'est une économie qui n'a pas de sens parce que je la récupère dans la qualité des travaux et dans le prix de revente derrière. Donc le calcul pour moi aussi il est vite fait. Je délègue d'office et en général à des sociétés qui ont déjà prouvé, qui font bien le travail et je ne vais pas chercher à gratter 1000 ou 2000 euros sur un gars qui me dit qu'il commence le lundi. Lundi je l'appelle, il répond pas à son téléphone. Il dit pardon, autre chantier. Tu vois, mais on rigole, mais c'est le cas très souvent, quoi. Et puis après, on appelle à la rescousse des entreprises qui font vraiment bien, mais... Et qui sont pas dispo à ce moment-là. Oui. Il n'y a rien de pire, j'imagine, qu'un chantier qui a démarré et sur lequel on doit trouver une solution. Non, on prend pas. Non, on prend pas. D'accord. On parlait de la belle rénovation tout à l'heure, qui est mon autre société qui fait donc de la rénovation. On prend pas. Pourquoi est-ce que parfois on prend pas, mais c'est parfois pas la même. Et parce qu'on pense souvent c'est la faute de l'entrepreneur qui est pas sérieux, qui vient pas. Mais parfois, il y a un problème avec le client. Et que c'est pour ça que l'entrepreneur, il veut plus venir sur le chantier, en fait. Oui. Et ça, on le remarque quand on est dans l'envers du décor, qu'il y a des chantiers que personne ne reprendra jamais, parce que le client, il est infernal, en fait. Et que l'entrepreneur, il a bien fait de se barrer. Donc, il y a un peu de tout aussi. Oui, mais c'est vrai que... Il y a toujours deux versions à une histoire, on est d'accord. Oui, tout à fait. Ouais. Et on voit de tout dans les entrepreneurs aussi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs pas fiables du tout. C'est ce qui fait qu'il y a une grande crainte de la part des gens qui n'osent parfois, du coup, pas se lancer dans la rénovation à cause de ça. Et on peut les comprendre. Il faut bien s'entourer, il faut tester pour le savoir, mais voilà. Parfait. 8e dilemme, est-ce qu'il vaut mieux acheter un bien vide ou un bien déjà loué ? Moi, j'ai acheté tout et j'ai acheté du bien déjà loué. Alors, quand vous achetez du bien déjà loué, il faut être attentif à pas mal de choses. Donc, qui sont les occupants? Depuis quand est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'il y a un bail en bonne et due forme? Enregistré. Est-ce qu'il y a une garantie locative? De nouveau en bonne et due forme, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit versée sur le compte du propriétaire. Il y en a qui font encore ça aujourd'hui. Il faut que ce soit une garantie bloquée sur un compte tiers à l'agent, dans une agence bancaire. Est-ce qu'il y a un état des lieux qui a été dressé à l'entrée? Est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'il est bien taillé? Il faut aller parler avec les locataires s'ils sont déjà présents. Quelle est leur ambition? Il faut demander au propriétaire le relevé de tous les loyers. Est-ce qu'ils ont bien été versés à temps et à l'heure? Ou est-ce que c'est un locataire qui verse toujours avec 30 jours de retard? Enfin, ça compte aussi parce que ça va être sportif à régler tout ça. Donc moi j'ai acheté un peu de tout. J'ai déjà eu un immeuble où il y avait une dame âgée qui vivait dans un appartement et il se fait que à droite et à gauche, les deux autres logements du même couloir, l'un était vide et l'autre, j'ai repris une procédure d'expulsion en cours. Et j'ai été au bout de cette procédure d'expulsion. Mais entre-temps, il y a eu l'acte qui s'est déroulé, donc c'était à moi à reprendre le flambeau et la personne qui était dedans a été mise dehors. Et puis je me suis dit, je vais rénover les deux unités-là. Comme ça, tout le couloir est déjà rénové, sauf qu'il y avait une unité entre qui ne l'était pas. J'ai proposé à la dame qui vivait dedans, après beaucoup de discussions, etc., en lui disant, voilà, je vais rénover les deux là. Ça m'arrangerait de rénover la vôtre en même temps, parce que je vais faire une économie d'échelle. Si je rénove votre unité, il faut que vous alliez ailleurs le temps d'eux. Est-ce que vous avez une solution? Elle m'a dit, oui, je peux aller chez ma fille, etc. Si parfait. Laissez-moi 3 mois, je rénove les 3 appartes, vous revenez dans un appartement tout à fait neuf et rénové. Moi, ça m'a permis aussi de voir plus long terme avec ce bâtiment-là. Parce que je me suis dit, bon, au moins, cette aile-là du bâtiment, elle est rénovée totalement. Et j'ai une dame qui revient hyper enchantée dans une nouvelle unité tout à fait rénovée. Et à côté de ça, j'ai reloué très bien les 2 autres unités, mieux que si je les avais laissées telles quelles. D'accord. Là, c'était vide en l'occurrence. Et tu laisses le même loyer à cette dame? Alors, ça, c'était le deal. C'était de lui dire, voilà, le loyer, je ne vais pas en changer parce qu'il y a un bail. Par contre, on fait un avenant comme quoi vous revenez dans une unité qui est tout à fait neuve. On refait un état des lieux. Ouais. Et tout ce que j'ai fait, c'est juste indexer. D'accord. J'ai juste indexé et je n'ai pas refait un nouveau bail ni mis fin à l'autre bail. Donc, c'était un bon deal quand même. Parce que normalement, pour une cause de travaux, à partir d'un certain montant de travaux, je peux mettre fin au bail. Mais dans ce cas-là, j'aurais dû attendre 6 mois pour qu'elle quitte. Alors que moi, j'ai attaqué tout de suite mes rénovations et que ça m'arrangeait qu'elle quitte dans le mois qui venait. Comme ça, elle libérait, je rénovais tout. Et puis, elle est revenue enchantée dans un nouveau logement. Elle y est toujours. D'accord. Voilà. Donc, vide ou occupé, faut pas s'arrêter, en tout cas. Si c'est vide ou occupé, faut y aller. Si c'est une bonne opportunité, il faut y aller. Mais il y a des choses à vérifier si c'est occupé, quoi. Absolument.
Tu rajoutes un truc? Ouais, ben là, tu l'as expliqué comme si c'était très facile, mais en réalité, c'est une négociation. Et c'est très important quand on achète un bien, il n'y a pas que le prix. Il y a aussi des idées à avoir, de dire, putain, l'appart est pas mal ici, il y a un locataire qui paye pas ouf, mais je vais voir, je vais discuter avec lui, qu'est-ce qu'il veut, est-ce que ça l'intéresse d'avoir un meilleur appartement, est-ce qu'il est prêt à payer plus? Et là, il y a une discussion que Laurent a fait, que plein d'autres gens n'auraient pas fait en disant, ah bon, il y a un locataire, tant pis, je prends pas. En vrai, il faut discuter. Moi, j'ai déjà acheté un appart vide. J'ai acheté un appart, celui qu'on a filmé dans les différentes stories, où il y avait un locataire AIS dedans. Ça ne m'intéressait pas du tout d'avoir un locataire AIS parce que moi, je suis à la recherche du rendement maximum pour l'instant. J'ai pris contact avec l'AIS. On a trouvé un nouvel appartement à ce gars-là. Il a quitté. J'ai payé le vide locatif au propriétaire. Le temps de l'acte, mais ça m'intéressait. Parce qu'aujourd'hui, je crois que le rendement locatif était de 420 €. Je vais sans doute louer mon studio à 850 €. Donc, payer un mois de vide locatif à mon propriétaire, il n'y avait aucun problème, je le fais. Mais je l'ai négocié. Il y a plein de clients qui se sont dit « Ah non, yes, j'aime pas, tant pis ». Il y a des idées, il faut aller chercher un peu. Et puis, j'ai une location d'un studio où le locataire était déjà dedans via un avocat. Donc, c'est une personne sous administration provisoire. Quand moi, j'ai vu ce truc, je me suis dit « Oh, ça, c'est pas mal » parce que l'administré ne gère pas ses comptes. Tu seras d'office payé, en fait. D'office. La seule chose que j'ai dit, tiens, est-ce que tu veux rester dans l'appart? Il m'a dit, oui, vous ne mettez pas d'or, moi je veux rester toute ma vie. J'ai dit, ça c'est une très bonne réponse. Et j'ai appelé l'avocat, j'ai dit, tiens, c'est bien vous qui gérez les paiements et tout, est-ce que pour l'indexation vous êtes OK? Il m'a dit, oui, il n'y a pas de souci, quand c'est l'indexation, vous m'envoyez le courrier et tout. C'est payé tous les mois, à la même minute, c'est sur mon compte. Alors qu'il y aurait plein de personnes qui pourraient se dire, oh non, une personne qui est... Ma femme, que j'aime plus que tout, qui est agent immobilier, je lui avais proposé d'acheter ça. Elle m'a dit, non, j'aime pas l'immeuble, et puis tu as vu le locataire. À un moment donné, il faut enlever l'émotion et se dire, tiens, est-ce que ce truc est rentable? Ouais, c'est un avocat qui paye. L'avocat, il va payer tout le temps. C'est son métier, il est payé pour gérer les sous du gars. Le gars a une location, l'avocat paye tous les mois ce qu'il a, et puis ce qui reste, c'est l'argent de poche. Mais bon, ça, il faut connaître la situation de ce que c'est un administré et discuter avec l'avocat et tout. Donc, de temps en temps, il faut aller un peu plus loin, voir s'il n'y a pas une solution à trouver pour faire un bon achat. Ouais. De nouveau, c'est ce qu'on disait. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Il faut parfois aller un peu plus loin pour s'octroyer des choses rentables, quoi. Et si un bien est occupé, mais à rénover, ça vous donne une opportunité de mettre fin au bail aussi. En disant, voilà, il y a autant de rénovations à faire, je dois mettre fin au bail. 6 mois après, le locataire, il est dehors, vous rénovez, vous augmentez la plus-value de l'appartement, et en plus de ça, le montant locatif aussi, et vous relouez plus facilement encore, quoi. Et la gestion devient plus facile après aussi. On peut avoir des visions long terme quand on prend en charge une unité ou un immeuble de rapport, en disant, ok, je vais faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et sur 3 ans de remue-ménage, entre guillemets, on obtient un beau produit avec une super plus-value et une super rentabilité, quoi. Ok. Ça m'offre une transition parfaite pour le 9e et avant-dernier dilemme. Est-ce qu'il vaut mieux gérer ses investissements soi-même ou le faire gérer? Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, Ken. Ouais. Moi, je délègue tout parce que, encore une fois, j'ai envie de profiter de la vie. J'ai pas envie qu'on m'appelle le dimanche soir parce que la chaudière coule. Déjà, je sais pas la réparer. J'ai du mal à accrocher un cadre droit, donc je vais pas aller réparer une chaudière. Donc, comme je sais pas le faire, ça m'embête. Le locataire va m'appeler, ça va être dans mes to-do et je vais faire ça le mercredi. Donc, le locataire va être pas content, il va peut-être dire, tu sais quoi, si c'est comme ça, moi je me casse. Alors que si je mets une gestion locative, je sais que la gestion locative a déjà tous les corps de métier pour réparer tous les petits bobos d'un appart. Et moi je dis à mon locataire, voilà, moi ce que je te demande c'est de payer à temps et en heure. Mais tu as un service 5 étoiles, tu as une gestion locative, il y a le moindre problème, tu appelles le gestionnaire locatif et c'est lui qui gère pour toi. Si lui ne gère pas, par contre, tu m'appelles parce que moi je le paye et donc je veux qu'il gère comme il faut. Mais au moins, j'ai un service 5 étoiles et je sais que le plombier arrive direct. En plus, comme le gestionnaire locatif utilise le même plombier pour tous ces trucs, bah, il a un peu des prix et donc ses dossiers à lui passent en priorité. Donc plutôt que d'être reçu le jeudi ou le vendredi, il est reçu le lendemain directement. Donc ça améliore aussi la qualité de vie de mon locataire de donner ça à une gestion locative. Et moi, je m'en occupe pas. Je ne vais pas traverser tout Bruxelles. On connaît les embouteillages à Bruxelles. Si tu es à Ouderghem et que tu dois aller à Anderlecht pour une chaudière qui coule et pour aller ouvrir au plombier pour être sûr qu'il fait un devis convenable, tu as perdu de nouveau 5 heures de ton temps. Et 5 heures de mon temps aujourd'hui, je suis relativement bien rémunéré en tant qu'agent immobilier, mais j'ai qu'à travailler un peu plus. Je fais de la prospection le soir pour récupérer ces frais-là. Et au moins, j'ai délégué, quoi. Donc moi, gestion locative, je la délègue d'office sans réfléchir. Malgré que tu l'aies dit, tu es à la recherche du plus haut rendement dans tes investissements.
Ouais, mais c'est plus va de rentable pair. pour moi de déléguer que de le faire moi-même. Ça D'accord, va ouais. de pair. Hein. Ok. Ça lui libère du temps pour faire d'autres investissements, quoi. Tout à Et fait. gérer d'autres choses. Laurent, ton avis du coup là-dessus? De nouveau, c'est propre à chacun. Mhm. Tout à chacun doit savoir ce qu'il a envie de faire, quelle est sa vision, est-ce que j'ai une unité, deux unités, est-ce que j'en ai 15, qu'est-ce que je fais de ma vie à côté de ça, quel est mon boulot, est-ce que j'ai le temps, pas le temps, c'est vraiment des questions à se poser à soi-même. Moi, personnellement, pour le moment, j'ai pas délégué la gestion de mes biens. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais le faire. D'accord. Mais ça dépend des types de biens qu'on a aussi, quoi. Faut Et pas ça dépend de penser la que quand on a, personnalité. ouais, ça dépend aussi parce que si on a un bâtiment demande une grande gestion, parce que c'est des petites unités, le bâtiment est vétuste, il n'est pas tout à fait bien rénové, Mhm. et quand on se dit, mais celui-là, je vais le déléguer, c'est pas forcément la grande idée parce que le gestionnaire locatif va vous demander beaucoup d'argent, D'accord. parce que le bâtiment nécessite beaucoup d'investissement de sa part. Et alors que quand on a des unités faciles, mais qui sont parfois décentrées géographiquement parlant, pourtant faciles à gérer, c'est peut-être celle-là aussi qu'il faut savoir déléguer. En disant, allez, ça va tout seul, le gestionnaire va peut-être me demander du 6-7% par mois sur mon loyer, mais au moins je m'en occupe pas du tout, quoi. Et puis ça dépend d'où on en est dans sa vie. Mhm. Moi, pour le compte d'un ami que je conseille quand même beaucoup, il a déjà une vie de travail derrière lui, il a déjà vendu sa boîte, c'est quelqu'un qui est maintenant investisseur, il a 10 appartements, il n'a pas du tout envie de les gérer Mhm. lui-même, et puis il sait que c'est pas son truc non plus de gérer les locataires. Pourtant c'est quelqu'un de très rigoureux et tout, mais il veut aujourd'hui favoriser sa vie de famille, regarder à ses autres investissements qu'il peut faire ailleurs, sans devoir gérer les 10 locataires des 2 bâtiments qu'il a construits, quoi. Très bien. Ce que Laurent dit pas, c'est que c'est quelqu'un de très organisé aussi. Et Ouais. il faut maîtriser les tableaux Ouais, Excel, il faut maîtriser le relevé des compteurs, Ouais. il faut maîtriser tout ça. Les rappels, les trucs en temps et en heure. Ouais. Quand c'est bien fait, moi j'estime bien le faire, ça me demande très peu de temps à moi. Parce que comme le dit Ken, je suis ultra organisé, donc a priori ça va, ça roule, quoi. Mais quand je prends en charge un nouveau bâtiment que j'achète, il y a toujours une année très sportive, hein, Mhm, qui mhm. me demande plus de temps. Mais une fois que j'ai bien fait les choses comme je le voulais et que tout est rangé, synthétisé comme je l'avais dans la tête avant d'acheter le bâtiment, au bout de l'année, ça roule facile, quoi. Vraiment facile. J'aurais, moi, au ratio temps que ça me prend, plus de mal à aller payer quelqu'un pour le faire à ma place parce que j'ai réglé les choses pour que Que ça roule. ça roule, quoi. Mhm. Ouais. Ok. Bon, et du coup, pour clôturer, est-ce qu'il vaut mieux acheter en nom propre ou en société? Ou plutôt, ça va être à partir de quand est-ce que ça devient plus intéressant d'acheter en société? Ben, moi, j'ai fait les deux, de nouveau, du coup. Encore aujourd'hui? En fait, je n'avais que du patrimoine privé jusqu'il y a un mois. Ok. Mais que ça. Donc, une quinzaine de biens en patrimoine privé, mais je pense qu'aujourd'hui, à partir d'un certain nombre d'unités et un certain niveau de revenus, il y a des risques qui augmentent de reconsidérer ces revenus-là en professionnel. Ouais. En plus, je suis agent immobilier. Donc, il y a quand même une proximité très forte entre mon métier et mon patrimoine immo qui pourrait accentuer le fait que un juge ou autre requalifie ces revenus-là comme étant des revenus professionnels également. D'accord. Donc, je ne m'étais pas mis de fin à mes investissements privés. D'ailleurs, j'ai toujours pas mis de fin à mes investissements privés. Si j'ai des opportunités à venir, je pense que je vais continuer à les faire. Moi, je connais des gens qui ont 30, 40 biens en privé. Ils n'ont jamais été inquiétés de rien pour le moment. Mais ce que je crois par rapport à ce que j'entends beaucoup, parce que ça bouge, hein, on parle quand même de venir taxer de plus en plus les loyers en privé, c'est d'avoir plutôt alors une mixité. Si vous avez une entreprise qui, de par son activité commerciale, fonctionne bien, crée de l'argent, crée de la valeur, profitez-en pour investir dans l'immobilier, si c'est le domaine dans lequel vous voulez investir, bien sûr. Et allez de concert avec l'un ou l'autre investissement en patrimoine privé et avec votre société aussi. Après, les montages en holding, etc., ça c'est tout un autre sujet qui prendrait du temps à débattre aujourd'hui. Mais le mois dernier, on a acquis 2 unités avec justement la société de rénovation qui fonctionne très très bien. Et ça me permet de me diversifier, d'avoir du patrimoine en pro, d'asseoir la stature de la société pour lui permettre d'avoir aussi plus facile dans les années à venir, pour obtenir du crédit ou se développer ou autre. Et pour moi, de me diversifier, de ne pas avoir que des revenus dans le privé, mais aussi dans le professionnel liés à des investissements immobiliers, quoi. Ok. Ken? Ben moi, pour l'instant, je ne suis qu'en privé aussi, mais la question se pose évidemment, vu que on est dans l'immobilier, on peut vite être requalifié de professionnel de l'immobilier. Maintenant, moi, comme je délègue tout, ce n'est qu'une gestion en bon père de famille, on va dire, de mon patrimoine. Et donc, se constituer un patrimoine immobilier n'est pas quelque chose de considéré comme
professionnel, sauf si je vais faire les travaux moi-même, je fais la location moi-même, je fais la gestion locative moi-même. Là, le juge pourrait se dire, vous avez vu la gestion que vous faites, en plus vous faites des montages crédits compliqués que tout le monde ne peut pas faire. À ce moment-là, on pourrait être requalifié de professionnel et encore, il faut que le juge l'explique bien. Mais l'avantage de la société aussi, c'est qu'à un moment donné, ça coûte moins cher à léguer à sa succession. D'accord. Parce que on connaît les droits de succession en Belgique, hein. Plus les montants sont élevés, plus la tranche de droits de succession est élevée aussi. Et quand on arrive dans des montants plus conséquents, la constitution d'un patrimoine en société est intéressante parce qu'à un moment donné, on lègue des parts de société et pas de l'immobilier qui est beaucoup moins taxé en réalité. Donc ça, c'est l'avantage aussi, et aussi permettre de payer moins d'impôts en réalité parce qu'on peut déduire son immobilier sur 30 ans, hein, c'est un amortissement sur 30 ans l'immobilier quand on achète en société. Et donc ça a d'autres avantages mais qui doivent venir dans la tête des gens où à un moment donné on se dit tiens là je suis à mon 5e, 6e, je suis prêt encore à en acheter, est-ce que je ne mettrais pas ça en société à un moment donné si j'ai des enfants, si je veux léguer, si je veux les impliquer à un moment donné dans la gestion, parce que moi mes filles j'aimerais bien à un moment donné qu'elles rejoignent la société de papa et qu'elle gère ça et c'est un plaisir à moi. Donc il faut aussi se dire tiens pourquoi je le fais, quel est mon objectif derrière ça, parce que retirer un bien qui est en société pour récupérer les fonds en privé, c'est plus cher, c'est plus compliqué aussi. Enfin, on ne va pas débattre de tout ça aujourd'hui. Si jamais un jour vous vous posez la question, appelez un expert comptable ou un avocat fiscaliste qui va vous dire tiens ça c'est plus intéressant. Laisse ça en privé, fais ça en société, fais de l'achat usufruit propriété, donc une partie en société, une partie en privé. Il y a plein de choses à faire, mais ces questionnements-là arrivent plus tard. Parce que là, après, on va rentrer dans de quoi sont constituées ces sociétés. Est-ce qu'on met les 30 unités, on les met dans la même société, ou est-ce qu'on fait plutôt 30 sociétés, ou 15 sociétés détenant chacune 2 unités, plus facile à revendre qu'une société qui en a 40. Enfin, c'est un autre podcast, on est d'accord. Mais écoutez, juste le conseil, si vous êtes au chômage, ce qui arrive, hein, il y a des gens qui ont déjà été requalifiés et que vous avez 15 appartements et que vous ne déclarez pas vos revenus, là c'est sûr et certain que vous êtes requalifié de professionnel de l'immobilier. Il faut que vos revenus professionnels correspondent plus ou moins à vos revenus locatifs. Si vous gagnez 2 000 euros et que vous avez 15 000 euros de revenus professionnels, à un moment donné, vous êtes requalifié. Locatif, pardon. À un moment donné, vous êtes requalifié. Si vous gagnez 4 000 à 5 000 euros par mois et que vous avez 6 000 à 7 000 euros de revenus locatifs, c'est tout à fait explicable et donc c'est tout à fait normal. Restez raisonnable. Ouais. Ok, d'accord. Bon, un tout grand merci en tout cas. Merci à toi. À la prochaine fois. Merci avec beaucoup. Plaisir. À la prochaine.